New York, une destination majeure sur le planisphère aérien où le trafic des 3 aéroports qui l'entourent ne cesse d'augmenter. En 2007, le John Fitzgerald Kennedy Airport, la plateforme fleuron de la ville, a accueilli 12% de passagers de plus qu'en 2006. Malgré la crise économique, près de 48 millions de personnes y ont transité l'année dernière. Une destination prisée des touristes et des businessmen, notamment européens. Chaque jour, 900 vols traversent l'Atlantique entre le vieux continent et les États-Unis où se concentrent 3 des 5 plus grands aéroports au monde. Si l'aéroport John Fitzgerald Kennedy est la porte d'entrée principale vers la Big Apple, la mégalopole est également desservie par le Newark Liberty International Airport. Une plateforme située dans le New Jersey qui accueille elle aussi des vols internationaux, le 20e aéroport au monde avec plus de 36 millions de passagers par an, en provenance d'Europe de l'Ouest, du Proche-Orient ou des États du Golfe. Là aussi, le nombre de passagers est en constante augmentation, ce qui veut dire plus d'avions et plus de kérosène consommé. C'est ici, à Newark, que l'équipe de Fly a embarqué à bord d'un Airbus A330 de la compagnie Scandinavian Airlines, direction Stockholm. Un vol transatlantique typique parti dans l'après-midi et arrivé à destination le lendemain matin. Un vol qui, comme les autres, pose une question environnementale. Un vol transatlantique consomme entre 50 et 60 tonnes de carburant. Face à l'envolée du prix du pétrole, les compagnies aériennes cherchent à diminuer l'impact du kérosène sur leurs coûts, mais aussi sur la planète. Mais que peuvent faire les pilotes ? Tout d'abord, il est important d'économiser autant de kérosène que possible, d'améliorer la précision de chaque séquence et notre timing avant le décollage pour que les avions ne fassent pas la queue sur le tarmac. Ensuite, au moment du départ, il faut réduire la distance de décollage sur la piste. En ce qui concerne le vol en tant que tel, nous sommes beaucoup plus efficaces aujourd'hui que par le passé, même s'il faudrait des routes plus courtes. Mais le plus important pour faire des économies, c'est de réduire les phases d'approche et d'atterrissage. Nous sommes déficients dans beaucoup d'aéroports pour la descente et nous pouvons énormément nous améliorer. Les vols transatlantiques sont devenus un enjeu crucial du secteur aéronautique, enjeu concurrentiel qui ouvre des pistes pour faire évoluer le système actuellement en place. L'Union européenne a élaboré un projet de modernisation de la navigation aérienne nommé César, un projet entré en phase active présenté récemment à Montréal par ses promoteurs. L'entreprise commune César a 2 buts. Le premier but, c'est de faire toute la recherche, développement et validation pour le développement des nouvelles technologies, des nouveaux composants, des nouvelles procédures opérationnelles à mettre en œuvre dans le contrôle du trafic aérien. Et puis le deuxième but, c'est de mettre à jour toute la planification européenne en termes d'avancées technologiques, en termes d'avancées fonctionnelles, opérationnelles. La grande nouveauté avec cette entreprise commune César, c'est que nous sommes dans un schéma de partenariat entre le public et le privé. C'est la première fois au monde qu'on met sur pied un tel partenariat pour le développement de nouvelles technologies dans notre domaine, qui est le domaine aéronautique. Et redessiner le trafic aérien n'est pas seulement un problème technologique, mais nécessite également une approche humaine. Je pense qu'une des grosses difficultés que l'on va avoir dans la modernisation du contrôle du trafic aérien, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer les mentalités. Comment on fait évoluer le rôle des différents acteurs, les contrôleurs aériens, les pilotes, les techniciens de maintenance, les superviseurs, etc. La vraie difficulté, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse graduellement passer d'un système qui met énormément de pression sur l'opérateur humain, justement, vers un système qui est beaucoup plus automatisé, tout en gardant la place à l'opérateur humain, mais avec plus d'aide, plus de moyens fournis par des ordinateurs, de l'aider à travailler. À l'image des 27, les États-Unis ont eux aussi un projet de modernisation du trafic aérien. Il s'appelle NextGen. La rencontre de Montréal avait aussi pour but de créer des passerelles entre les travaux des 2 continents.
Depuis plusieurs années, nous avons des relations de travail très étroites avec les Européens. Il y a 20, 30 ans, nous collaborions avec l'Eurocontrol. Plus récemment, nous nous sommes engagés aux côtés de la Commission européenne et maintenant avec le consortium César. Parfois, on nous reprochait d'avancer trop vite, mais vous savez, nous, les Américains, nous bougeons et après seulement, nous regardons en arrière. Dans d'autres périodes, ce sont les Européens qui faisaient traîner les débats en longueur. Mais généralement, nous travaillons sur des pistes consensuelles. Et nous nous sommes mis d'accord sur des standards dans plusieurs domaines. Ce que nous appelons AIR est un bon exemple de ce type d'harmonisation. C'est une initiative lancée au Salon aéronautique de Paris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. AIR fait collaborer les gouvernements et les industriels avec les partenaires du monde aéronautique qui nous permettent de tester ce que nous préconisons avec NextGen et César. AIR est une initiative lancée dans le cadre de César. Son but, établir de nouvelles règles pour améliorer l'efficacité énergétique des vols transatlantiques. Le moyen, une série d'essais au sein de plusieurs compagnies. La Scandinavian Airlines est l'un des transporteurs concernés par ce projet. Je vais vous montrer la route. Nous commençons la descente après avoir passé la frontière suédoise. Et nous allons emprunter un couloir qui mène à l'aéroport de Stockholm. Cette route n'est pas la plus courte, mais elle est tout de même l'une des plus efficaces. Nous allons choisir une inclinaison qui soit la plus performante et la meilleure possible pour l'environnement afin de rejoindre l'aéroport Arlanda. Ce type de descente fait partie des tests sur les approches écologiques prévues par César. Cette approche verte va permettre d'économiser du temps et du carburant. Une descente plus directe vers le point de destination permet de moins solliciter les moteurs. Le pilote doit lui trouver le meilleur moment pour débuter l'approche. Maintenant, nous sommes en phase de décélération. Nous descendons. Et vous le voyez, l'approche choisie nous permet d'utiliser la puissance minimale. On consomme 470 à 480 kg de fuel par heure pour chaque moteur, au lieu des 2600 utilisés à vitesse de croisière. Ça fait une énorme différence. Les tests réalisés par Scandinavian Airlines et l'aéroport de Stockholm ont démontré à quel point les approches peuvent être plus efficaces, moins bruyantes pour les riverains des aéroports et plus confortables pour les passagers. La ligne rouge montre une descente traditionnelle, la jaune une approche continue sans palier pendant la descente et la verte une évolution de cette approche continue. C'est aussi la descente la plus courte. L'élaboration de cette trajectoire a résulté d'un travail sur 4 dimensions, une première en Europe. Jusqu'à présent, lorsqu'un avion entamait sa phase d'approche, une ligne était calculée d'un point A à un point B dans l'espace en 3 dimensions. La 4e dimension ajoutée ici est celle du temps. Pour améliorer la précision de l'atterrissage et le calcul de l'économie d'énergie, la ligne de descente est maintenant échelonnée de repères et de temps de passage précis que doivent respecter les pilotes. D'ici 2020, l'expérience menée à Stockholm devra être généralisée à tous les grands aéroports. 100 above, 50, 40, 30. Nous avons gardé 7,3 tonnes de kérosène en réserve. Quand nous sommes partis de New York, nous pensions qu'il n'en resterait que 4,8 tonnes sur l'ensemble du voyage. Ça fait donc une économie de 2 tonnes et demie. Pour Eurocontrol, lorsqu'un aéroport européen sur 5 adoptera une approche similaire, près de 120 000 tonnes de kérosène et 400 000 de CO2 seront économisés chaque année. Un gain pour l'économie, mais aussi pour l'environnement.